Bonjour à tous, salut, bienvenue dans La Voix de l'entrepreneur. Enfin, on est trop ravis. C'est le premier épisode et je suis trop heureux. Voilà, je peux pas vous le cacher, c'est trop bien, c'est La Voix de l'entrepreneur, on démarre. Alors, je suis évidemment accompagné de Raph. Comment ça va, Raph? Écoute, ça va super. Très, très heureux que notre projet, aboutisse enfin. Très, Et très heureux ouais, d'être là et surtout avec Jérémy. enfin, Donc voilà. on y est à ce podcast. Alors voilà, ça va être trop bien. On va vous faire découvrir plein de choses, plein d'histoires, plein d'aventures entrepreneuriales. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, notre invité, c'est Jérémy Mani. Jérémy Mani, c'est un entrepreneur aguerri avec pas mal d'expérience, vous allez voir. Alors installez-vous bien, on est entre nous, on va échanger et apprendre plein de choses. Le tout premier épisode avec Jérémy Mani, on démarre juste après le jingle, c'est parti. 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois? Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Et Raphaël. moi, c'est Gab. Le mic est on, le son est bon. Vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat? Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon bah Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, salut Jérémy. Bonjour tout le monde et bravo pour cet enthousiasme, magnifique à écouter. Et bah voilà, écoute, on est trop content de t'avoir pour notre tout premier épisode de La Voix de l'entrepreneur. Alors tu vas nous raconter toute ton expérience, toutes les histoires de ta vie, enfin de tes vies entrepreneuriales. Mais Jérémy, tout d'abord, comment ça va? Eh ben, écoute, très, très bien, f tout forcément, un peu de pression d'être le premier invité de ce podcast. J'espère qu'il y en aura, des centaines, derrière qui suivront. Donc je vais essayer de donner le là pour que ça soit un entretien de qualité qui donne envie à tous les auditeurs et auditrices d'écouter tous ceux qui suivront. Eh bah super, on est trop ravis, on est trop ravis de t'avoir. Alors voilà, pour justement nos auditeurs, est-ce que tu voudrais commencer par te présenter un petit peu et puis voilà, nous donner un peu un aperçu des différentes casquettes que tu portes dans ta vie professionnelle et entrepreneuriale? Avec plaisir, donc Jérémy Mani, marié, 47 ans, 3 enfants. Je suis français, j'habite à Montréal et on va dire que j'ai un parcours d'entrepreneur, avec, 4 étapes clés dans ma carrière. Entrepreneur dans le digital, pendant une vingtaine d'années avec, 2 fois 10 ans d'entrepreneuriat, entre 2000 2010 pour faire simple et puis 2010 à 2020 et puis une aventure, d'intra-entrepreneuriat dont on pourra parler, à Montréal et puis pour finir, une expérience que je considère quand même comme de l'entrepreneuriat, même si elle est caritative, donc c'est les anglo-saxons parlent de social entrepreneur, donc c'est effectivement entreprendre dans l'univers du caritatif qui est tout autant passionnant. Et bah voilà, regardez, autant dire que en termes d'entrepreneuriat, aujourd'hui, on est bien accompagné et c'est trop bien parce que c'est le premier épisode. Alors voilà, le but, c'est dans les prochaines minutes, on va discuter de toutes ces expériences-là euh, en entrepreneur en France, mais aussi au Canada, tu nous l'as dit parce que tu habites à Montréal. On va parler des défis, des avantages de l'entrepreneuriat et puis on va parler de tous les rôles que tu as eus. Et puis voilà, on va découvrir plein de choses, en apprendre, s'inspirer, discuter et surtout passer un bon moment. Alors déjà, ma première question, c'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat? Et ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur? Ah ça démarre fort, c'est bien. Alors je suis pas sûr qu'il y ait une définition qui s'adapte en tous les cas, mais l'idée c'est d'avoir envie de construire quelque chose, de partir sur une aventure et de pas avoir peur de l'inconnu. On prend souvent cette image de quelqu'un qui construit un pont, qui part d'une rive sans trop savoir exactement où se trouve, l'autre rive, mais il est confiant dans le fait qu'au final, il arrivera à faire un pont entre les 2. Donc ça demande d'avoir un peu, foi, en soi et en ses équipes. Donc c'est probablement ça l'entrepreneuriat, selon moi. Eh ben, c'est une très belle définition de l'entrepreneuriat, plein d'expériences. Alors, ta première boîte, c'est Directinet, que tu as montée avec 4 amis à toi, en 2000, qui ont eux aussi, été diplômés d'HEC, tout comme toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, qu'est-ce que Directinet, son but et d'où cette idée vous vient alors que vous êtes encore étudiant? Voilà, donc là, on est en l'an 2000, donc je suis conscient que pour, certains, plus jeunes, ça peut paraître un peu l'époque des dinosaures, mais je suis convaincu qu'il y a quand même quelques analogies qui restent tout à fait valables, en 2023-2025. Ça reste vrai.
ce genre de réflexe-là. Donc on est en l'an 2000, je suis en dernière année d'école de commerce et effectivement, j'ai fait, a priori, tout ce qu'il faut pas faire avec mes camarades. C'est-à-dire, en général, on conseille de jamais s'associer avec, des gens de la même école parce qu'on a des profils un peu trop similaires. En plus, nous, on était 5. Donc souvent on dit que le il faut un nombre impair, mais que 3 c'est déjà trop. Donc je vous laisse imaginer que 5 c'était beaucoup. Et néanmoins, pour aller à la conclusion, et puis je reviens bien sûr après sur l'intro, mais ça s'est très bien passé. C'est une entreprise qu'on a donc créée en 2000, revendue, en 2006 et quittée en 2009 avec succès, donc l'histoire était belle. En 2000, même en 99, parce que tout est parti de là, on est en pleine explosion d'internet. Là aussi, je pense qu'il faut vraiment comprendre ce contexte-là. J'ai eu la chance, parce que des fois il y a des hasards dans la vie, d'être, en accord d'échange à l'université de Michigan, donc aux États-Unis et non pas en France, à ce moment-là. Et c'était une folie. C'était quelque chose qu'on ne revivra peut-être probablement pas, en tout cas pas de sitôt, au sens où là-bas, tous les étudiants sur le campus passaient leur temps après les cours à faire des business plans, à réfléchir à des startups, mais je ne savais même pas ce que ça voulait dire ces mots-là. Je voyais juste qu'ils étaient hyper enthousiastes, qu'ils avaient envie de construire des choses comme, je sais pas, on me parlait de faire un supermarché en ligne, mais je disais: «Mais ils sont fous quoi, ça peut pas marcher ce truc-là». Et donc c'est bien sûr, en 2023, on regarde ça avec un peu de condescendance, mais en 99, tout était vraiment possible. Et donc très clairement, je me suis dit: «C'est ça que je veux faire». Moi, je sortais d'un an de stage, en marketing assez classique, qui m'avait pas tant plu que ça, et il y avait une telle énergie, que forcément on avait envie de faire partie de cette aventure-là. Donc ça, c'était la première idée, c'était de se dire: «On est étudiant, on a 23-24 ans, on a envie de se faire partie de l'aventure, donc on se lance». Après, il fallait trouver une idée, et c'est là aussi où, alors, vous me coupez si c'est trop long, mais il y a plein d'idées possibles. Il fallait juste en choisir une, et j'aime bien, raconter le fait que tout est parti d'un simple clic sur une publicité, en fait. Souvent les idées, elles peuvent venir n'importe où, et là, moi, j'avais créé un compte sur hotmail.com, hein, c'est vieux, hein, je suis d'accord, mais il y avait des pubs sur Hotmail, et il y avait une pub notamment pour un site web qui s'appelait freeloto.com, donc qui faisait une loterie gratuite sur internet. Et sincèrement, quand je voyais ça, je me dis: «Ces Américains, ils sont vraiment pas très intelligents. Ils croient vraiment à ce type d'arnaque-là. On est sur Hotmail, ça doit être une grosse arnaque». Mais en fait, à force de le voir, j'ai fini par craquer. J'ai cliqué pour rendre compte ce que c'est. J'ai directement, filé aux conditions générales. J'ai compris qu'il y avait un modèle économique derrière, qu'il y avait une entreprise de marketing direct qui exploitait les données d'une loterie gratuite en ligne pour collecter des adresses email et pouvoir ensuite commercialiser cette adresse email. C'était vraiment une révolution parce qu'en 99-2000, il y avait peu de gens qui avaient un email, que l'email n'était pas encore HTML, c'est-à-dire qu'il y avait pas d'image, et qu'il y avait tout à inventer en marketing par l'email, ce qu'aujourd'hui est très mature, hein, même on reçoit un peu trop de spam, mais à l'époque, il faut imaginer que même les e-marchands qui naissaient n'avaient toujours pas de newsletter pour la plupart, encore moins en images, et puis elles savaient encore moins à qui l'envoyer, à quelle fréquence, donc il y avait tout à inventer, aussi bien, la publicité que la fidélisation par email. Donc on a décidé de se lancer dans ce même type de modèle et de copier le modèle américain, en France. Donc Jérémy, moi ce que j'aimerais savoir en fait, c'est qu'est-ce que ça fait, concrètement de monter une entreprise déjà avec 4 amis? Donc déjà comme tu l'as dit, en général on monte une entreprise, que ce soit une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais alors 5, on n'en voit pas souvent. Et en plus de ça, j'ai l'impression, enfin de ce que tu nous as dit, c'était des amis à toi de l'université. Ce qui veut dire qu'ils avaient, si je comprends bien, le même profil que toi. En général quand Oui, on on monte une en on en entreprise, rigole encore. Tout à fait, ouais c'est 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 normalement ça, non, ce en qu'on doit pas général, il y en faire. a un qui est plus tech, un qui est plus sales, un qui est plus, marketing. Et donc moi, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce qu'on fait, enfin, comment est-ce que vous avez fait pour monter une entreprise déjà à 5? Quelle a été l'organisation derrière? D'ailleurs, enfin, si vous avez, j'imagine que vous avez chacun une part égale, dans ce projet. Et Exactement. comment est-ce que vous avez fait, du coup, pour pas vous marcher les uns sur les autres? Et ben, on a commencé par se marcher les uns sur les autres. On était 5 à valider, tous les recrutements, on était voilà, pendant, je veux dire au moins 6 mois, c'était un peu le bazar, pour être très concret. Et j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs, donc on est en an 2000, on a tous des cartes de visite à l'époque, hein, papier, ça existe encore, dans lequel il est marqué directeur associé, il y avait même pas nos fonctions. Et puis on a rendez-vous avec, Alexandre Mars, hein, qui était, pas beaucoup plus vieux que nous là, et qui a fait la même école, et donc on va le voir, mais il avait déjà commencé à percer lui aussi sur internet, donc on lui donne nos 5 cartes de visite marquées, directeur associé,
et il nous les rend, il dit: «Mais c'est quoi ce bordel? Vous avez même pas je sais même pas qui s'occupe du marketing, qui est le président, qui est la finance. Les gars, bougez-vous là». Donc et ça a été un peu, voilà, un coup de pied aux fesses, salutaire. On a commencé donc à se répartir les rôles. Il y avait des affinités, hein, clairement. Un est beaucoup plus financier que d'autres, un plus commercial que l'autre, bon moi j'ai pris le marketing et la com. On s'est naturellement, réparti, les rôles. Jérôme a été président. Il y a eu des choses qui se sont faites comme ça. Mais oui, sur le papier, on avait les mêmes profils. Après le fait d'être, potes, ça a été, dans notre cas, un avantage. D'une part parce que les premiers investisseurs qu'on voyait nous disaient, «Bon, c'est bien votre idée, mais vous êtes, 5 là, faudrait qu'il y en ait 2 qui s'en aillent, quoi». Et donc forcément, nous, on voulait bosser tous les 5. Et c'était, je pense, un test, hein. Ils voulaient voir si on était, solides et solidaires surtout entre nous. Mais bon, ça nous a du coup, soudés et ça nous donnait vraiment envie de prouver que même à 5, même de la même promo, même ayant fait la même école, ça pouvait marcher. Donc à chaque fois qu'on voyait qu'on allait un peu dans le mur, qu'on prenait trop de temps, on se rappelait cette règle, on disait: «Les gars, il faut trancher là, il faut pas que ça devienne un fardeau, mais plutôt que ça soit une force». Donc très concrètement, voilà, la règle de 3 contre 2 a prévalu. Parfois, je pouvais à titre personnel être dans les 2 qui étaient minoritaires ou même tout seul à penser quelque chose, mais je crois qu'on n'avait aucun ego les 5 et tout autant confiance les uns envers les autres que nous-mêmes. Donc bah, à titre personnel, je peux témoigner parce que c'est moi qui ai le micro aujourd'hui, mais si on avait une décision à prendre et qu'il y en avait 3 ou 4 qui étaient, pas d'accord avec moi, bah, je leur disais: «Écoutez, bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est sûrement vous qui avez raison, donc on va faire, ce que vous pensez». Et ça allait finalement très, très vite du coup. C'était un vote et hop, on s'en débarrassait, on passait à la décision, suivante. J'ai compris. Mais toi, à un moment donné, tu t'es pas dit, on monte une entreprise à 5. Déjà que c'est dur de monter une entreprise de zéro. Alors, en plus, on en monte une à 5, c'est-à-dire qu'on a, du coup, par égal, 20% chacun. Enfin, tu t'es pas dit à un moment donné, ça nous prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps qu'une start-up normale en fait, à gagner sa vie, tout simplement, Alors c'est à vrai ce moment-là. surtout Ça n'a pas été qu'on un blocage? on part à 20 et puis rapidement à peine plus que 10 parce qu'on a commencé à lever des fonds, donc il y a eu presque 2 tours, enfin un tour complété. Donc on est à un moment donné passé à peine plus de 50 à 5. Mais bon, on était jeunes, on était à peine diplômés, on n'avait aucune expérience et on se lançait sur un univers, un écosystème qui était complètement naissant, qui était internet, dans lequel il y avait pas de repères. Donc c'était finalement assez grisant de faire ça à 5. On a vraiment énormément rigolé. On a beaucoup bossé, mais on a aussi énormément rigolé. Ça compte, hein. C'est amusant parce que j'ai revu ce week-end des vidéos qu'on a pu faire, quand on est parti notamment, des petits résumés humoristiques qu'on a pu faire présenter aux salariés et il y a énormément d'excellents souvenirs, liés à cette période-là. Donc c'était vraiment une superbe expérience et quand on a confiance les uns les autres, quand on met son ego de côté, ça devient une force parce qu'on avait 5 paires d'yeux. C'est comme s'il y avait 5 dirigeants. Donc on connaissait tout dans l'entreprise et même quand on est monté jusqu'à la fin, jusqu'à 100 collaborateurs, sur la dernière année, on était à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et une centaine de collaborateurs. Bah, 100 collaborateurs, quand vous avez 5 patrons qui sont solidaires les uns les autres, vous savez tout ce qui se passe dans l'entreprise et ça, c'était une vraie force, on allait très, très vite. Bah, c'est imbattable. Ouais. OK. Et moi, j'aimerais savoir, vu que comme tu l'as dit, je peux témoigner, Gab et moi, on est nés en 2000, donc on n'a pas vraiment connu cette période. Mais moi, en tout cas, Génération depuis que je suis Z. petit, ouais, c'est ça. Moi, depuis que je suis petit, en fait, mon père aussi a débuté dans l'internet à ce moment-là. Il nous a toujours expliqué que c'était tout simplement une période folle pour tout le monde. C'était une révolution, c'était tout simplement incroyable. Après, moi, j'aimerais savoir vraiment, de toi, de la bouche d'un entrepreneur qui finit ses études à ce moment-là, heu Comment quand on lève des fonds, à ce moment-là, ça se passe comment, en fait? Vu que tout est nouveau, je sais pas si vous avez levé, à des particuliers ou à des fonds d'investissement direct, mais comment, en fait, ils interprétaient ça à cette époque-là? Comment est-ce que ça se faisait? Et si vous avez levé des fonds tout de suite ou enfin, ça a pris un peu de temps? C'était, complètement dingue et je vais essayer de l'illustrer avec, 1 ou 2 exemples. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a levé alors pardon, c'était en francs, j'ai honte, mais, c'était d'abord 9 millions de francs, donc en mai 2000, et 9 millions de francs, donc c'est à peu près 1,5 million d'euros. On les a levés alors qu'on avait un document Word de 50 pages et rien d'autre. Pas le début d'une ligne de code,
Hem, pas rien en fait, rien, juste une idée en fait. On a écrit une idée correctement sur un document Word, qu'on a donné comme ça et en fait, c'était une telle folie. Il y avait tellement de gens qui voulaient investir dans tout ce qui touchait à du point com à l'époque que, ce 1,5 million qui est quand même aujourd'hui, pas grand-chose en termes de levée, on a eu 8 investisseurs différents pour 9 millions de francs. Pour dire que chacun donnait un tout petit ticket à leur échelle et c'est ce qui a expliqué qu'en octobre ou novembre de la même année, on a relevé cette fois-ci 20 millions toujours de francs auprès des mêmes, hein. Donc, et là, pour le coup, on avait pu grandir, on avait lancé le site, on avait des premiers succès à ce moment-là, mais c'était les mêmes qui nous ont, suivis. Donc ces gens-là ont donné cette somme-là à, 5 inconnus, stagiaires, hein, parce qu'on n'avait rien fait d'autre que des stages. On n'était même pas encore diplômés, hein, nous on a été diplômés en théorie en juin. Moi j'ai redoublé, hein, du coup à cause de ça, mais ça c'est une autre anecdote. Moi je suis officiellement 2001, oui c'est ça 2001. Mais bon, donc ils ont donné cet argent et on leur dit: «Voilà, on vous fait confiance, lancez-vous». Voilà. Évidemment, on n'était pas les seuls à avoir cette idée, donc après ça a été très concurrentiel, mais on s'en est bien sortis. Donc c'était assez dingue. Il suffisait de se présenter dans des manifestations, des grands salons. Comme personne connaissait le nom de notre entreprise puisque par définition elle était même pas lancée, on a été, soit un peu prétentieux, soit un peu pragmatique, mais nous sur le badge de visite, on marquait HEC Paris. Voilà, heu, ce qui a créé quelques railleries, mais ça a aussi permis d'autres investisseurs qui étaient de la même école d'être un peu curieux, de venir, nous voir en disant: «Bah, tiens, j'ai fait la même école que vous les jeunes là, vous» à l'époque on était jeunes, «qu'est-ce que c'est quoi votre idée en fait?» Et presque ils nous ont donné de l'argent par sympathie. Plus que pour l'idée en elle-même puisque, c'était une idée parmi d'autres et qu'on n'avait absolument rien fait comme preuve de concept. À nouveau, on n'avait même pas développé la moindre ligne de code. Je pense même pas qu'on avait un logo. Donc, voilà, je pense pas qu'aujourd'hui ça se reproduise comme ça, même dans des sujets un peu trendy comme à l'époque le métaverse ou, aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a quand même un peu plus de rationalité dans les choix des investisseurs. D'ailleurs, j'avais entendu, dans une de tes interviews, si je me rappelle bien, que tu avais en gros, vous avez pris, je me rappelle plus c'était quoi la somme, mais de 1 million de francs, je crois, à cette époque-là, de vos entrepreneurs, excuse-moi, de vos investisseurs et vous leur avez dit que vous allez les mettre sur internet, que vous allez faire une sorte de loterie et que celui qui gagne, la loterie, en gros, gagnera, cette somme d'argent-là et Oui, alors donc je ça je m'a je fait peux rire à je peux la fois et à expliquer la fois ça. ça me Ça, je peux l'expliquer parce que pour le coup, c'était plus rationnel qu'on peut le penser. Mais il faut juste que j'explique, allez, en 30 secondes, c'était quoi notre modèle, et notre entreprise, parce que sinon les gens qui nous écoutent ne vont pas comprendre. Donc nous, on était une entreprise de marketing direct appliquée à l'email marketing. Sauf que quand vous vous lancez, bah, forcément, vous avez aucune adresse email à commercialiser et puis vous pouvez pas non plus aller voir, d'autres acteurs qui ont des bases de données elles-mêmes pour vous les confier puisqu'ils vous connaissent pas. Donc on a créé une loterie gratuite qui nous permettait de, collecter. Alors comment ça fonctionne? C'était vraiment un loto, au sens où les gens pouvaient jouer, cliquer sur une bannière publicitaire pour valider la grille et espérer gagner, 1 000 000 de francs, s'ils étaient tirés au sort de la même façon qu'il y a un tirage au loto. Donc on était à peu près sur les mêmes probabilités que le tirage du loto de l'époque. Hem, Là où ça s'est corsé pour nous, c'est que, bah, ce modèle, je l'ai dit, on l'a piqué des États-Unis et ça marchait très fort aux États-Unis. Donc il y a eu, 5 ou 6 autres concurrents qui se sont lancés à peu près en même temps que nous, voire un tout petit peu avant et pour l'un d'entre eux, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient, un peu déjà connectés à l'époque, qui s'appelait Banana Lotto, ils avaient levé beaucoup plus d'argent que nous et donc eux, ils bastonnaient à la télévision, des publicités, et on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas assez d'argent pour rivaliser avec leurs investissements. Et là, plutôt que faire la même chose qu'eux en 5 fois moins bien, c'est-à-dire faire, la pub mais moins puissante, on a pris l'option qui peut paraître une folie, mais qui pour le coup était un pari gagnant, de prendre 1 million sur les 9 qu'on avait levés et de faire un tirage au sort, parmi les 50 000 premiers membres de notre, loterie et leur dire: «Voilà, vous allez gagner 1 million de francs». Ce qui fait qu'on a concrètement rendu le premier millionnaire français du web. On l'a fait le premier millionnaire français du web et pourquoi on a fait ça? C'est qu'avec la publicité, pas la publicité, mais tous les RP aujourd'hui, qu'on dirait aujourd'hui, tous les journaux, les médias qui se sont emparés de ce sujet,
ça nous a fait une couverture médiatique qui valait largement cette somme, mais même 10 ou 15 fois ça et beaucoup plus que ce qu'on aurait pu toucher en publicité, et surtout qu'on était la seule loterie pendant très longtemps qui avait réellement un gagnant. Alors certes, il n'avait pas gagné avec les numéros du loto, puisque c'était un tirage au sort parmi il suffisait d'être membre en fait, quel que soit le numéro choisi, mais on avait, bah, le visuel du gagnant avec son gros chèque, qui était affiché sur notre site et on était les seuls et on a fait, les journaux de 20 h et de 13 h de TF1, de France 2, tous les médias. Je crois qu'il y a pas un média français qui a pas parlé de nous. On avait un book de RP qui était hyper épais et ça nous a permis de décoller d'un point de vue, B2C, donc de collecter énormément d'adresses email et donc de pouvoir commencer notre activité. Puis après, il y a un deuxième coup qu'on a fait, ça c'était plus B2B, mais on est l'entreprise qui a inventé entre guillemets «l'opt-in marketing» avant que ça soit imposé par la réglementation et là pareil pour expliquer ce que c'est qu'à l'époque, comme c'était le Far West, hein, toutes les cases, vous savez ces cases, «Souhaitez-vous recevoir des promotions de nos partenaires?» On les a tous vues, hein, ces petites phrases-là et ben, la case était pré-cochée à l'avance pour chez tout le monde. Donc elle était cochée par défaut, si vous la voyiez pas, vous receviez les pubs. Et nous, on a été les premiers, alors ça, c'est une inspiration d'un de nos associés, Philippe, qui avait lu Seth Godin, Permission Marketing à l'époque, qui était un best-seller, de se dire: «On va décocher cette case-là. On va prendre le risque d'avoir moins de gens», puisque les gens, parce que par défaut, elle n'est pas cochée, mais que ceux qui cochent, bah, ce sera beaucoup plus qualitatif et c'est ce qui s'est passé. Quand on sollicitait par email ces gens-là, il y avait des taux de retour, de clics, d'ouverture et de transformation qui étaient bien meilleurs que tous les autres. Donc on avait moins d'emails que d'autres, mais on était plus qualitatif et quand la loi est passée en 2004 qui a imposé ça à tout le marché, on a été reconnu unanimement sur le marché comme, un peu visionnaire et donc notre activité a explosé à partir de ce moment-là. Très, très clair. Et donc elle se termine, comment exactement cette aventure-là de Directinet? En 2009, si je me trompe pas, vous avez vendu, c'est ça? En 2 temps, 2006, on est approché, de façon très classique, hein. On avait levé des fonds, vous vous rappelez, en 2000, donc il y a les fonds pour, c'est encore vrai aujourd'hui, au bout de 5 6 ans, ils doivent sortir et donc il y a certains de nos fonds qui disent: «Les amis, ça fait 5 ans, j'ai besoin de passer à autre chose, donc de reprendre mes sous et de continuer ailleurs», où le fonds se termine. Donc on s'est mis dans un process de vente et on a eu plusieurs offres, dont une d'un concurrent, britannique qui voulait, investir sur le continent. On a dit OK à cette offre-là, ça nous paraissait intéressant, ça nous permettait de rester aux commandes, et puis d'avoir, ce gros acteur britannique qui avait des choses à nous apporter en termes d'expérience. Hem, donc ça, c'était en 2006 et puis après classiquement 3 ans d'earn-out, donc 2006 à 2009 et 2009, on a quitté le bateau et voilà, la fin de l'aventure, mais l'entreprise a continué. Super. Génial. On a eu toute l'histoire du Directinet. Alors, tout ça, c'était jusqu'à 2009. En 2010, donc tu diriges Netino. Netino, tu nous en diras plus, mais en gros, c'est un service qui gère la modération des contenus générés par des communautés en ligne. Donc tout ce qui est réseaux sociaux, forums, avis clients, et cetera. Heu, En 2010, déjà, cette solution, elle combine donc modération humaine et intelligence artificielle. Hem, Jérémy, la immodération, c'est quoi? Et quelle est la différence entre la immodération de 2010 et la immodération de 2023? Alors c'est super question. Donc qu'est-ce que la modération? C'est l'idée de relire ou visionner les contenus publiés par les internautes, par exemple sous un article de presse, de médias. Si vous lisez encore aujourd'hui, Le Figaro, Le Monde, L'Équipe, il y a des commentaires sous les articles. Dans pas mal de médias, c'était ça à l'époque et ça l'a été pendant longtemps et donc ces commentaires peuvent donner lieu à des débordements, des propos racistes, des propos diffamatoires, des propos injurieux que le média n'a pas envie de voir. Mais par extension, c'est pas que les médias, ça peut être les grandes marques qui ont commencé en 2010 à investir massivement sur, alors à l'époque Facebook, et donc à créer des pages Facebook avec des grosses communautés, ce qui veut dire que chaque marque devenait un micromédia, hein. Vous prenez Orange, ben, il peut avoir, X millions d'abonnés, ils vont écrire quelque chose sur Facebook, il va y avoir des interactions dessous et bien sûr, bah, Orange n'a pas envie non plus de se faire insulter ou d'avoir de la pub de type, escroquerie, des spams. Donc ça, ça demande la modération et puis aussi, toujours par extension, les sites de rencontres.
Vous pouvez imaginer assez facilement qu'il y a des images qu'on n'a pas le droit de poster ou des propos qu'on n'a pas le droit d'écrire sur certains sites sérieux et également les sites de type petites annonces comme un Le Bon Coin. Sur un Le Bon Coin, vous avez tout à fait le droit de vendre votre raquette de tennis, mais pas forcément un flingue. Donc il y a de la modération à faire. Donc c'est un peu le gendarme quelque part du web, ces gens-là, donc ce sont des modérateurs humains, ça m'amène à la deuxième question, qui sont là pour relire, visionner ce qui est publié, pour retirer. Mais ça peut pas se faire uniquement manuellement parce que les volumes, entre 2010 et 2023, ont explosé et le besoin de réactivité était très fort. On ne peut pas se permettre de retirer ça 24 heures plus tard, ça ne sert plus à rien. Donc, en 2010, c'était essentiellement manuel avec, des rudiments de technique. Il y avait des mots-clés bloqués, il y avait des combinaisons de mots-clés bloqués, mais c'était assez basique. Et en 2023, on est à fond dans le alors j'y suis plus bien sûr, moi je vous raconterai, mais j'y suis plus depuis fin 2019, début 2020, mais encore plus aujourd'hui maintenant, beaucoup d'intelligence artificielle. Mais même malgré ça, il reste, allez, 10, 15, 20% des contenus qui ne sont pas traitables par un outil. Tout simplement, l'outil, il calcule un score de risque, hein, sur un message ou sur une photo et si ce score de risque est trop élevé, il l'envoie à un modérateur humain qui va être plus subtil que lui pour juger ça et notamment en fonction du contexte parce qu'un message se prend dans un contexte, il y a des sous-entendus, il y a plein de choses qu'une intelligence artificielle aura toujours du mal à comprendre. Et donc ça implique de l'humain qui intervient en complément de l'outil et puis ça va au-delà de ça parce qu'on peut aussi scorer des profils, pour faire très clair et pas trop ennuyeux j'espère, mais quelqu'un qui a écrit 50 messages sans problème, quand il en est à son 51e, il y a statistiquement moins de chances que ça déborde quel que soit ce qu'il écrive, que si, dans le passé, il a déjà été, attrapé pour racisme ou pour diffamation, où là le profil, c'est comme un récidiviste en prison ou quelqu'un qui est connu pour faire des excès de vitesse, mais en général, il aura tendance à continuer à le faire. Donc tout ça se compile dans un algorithme. On avait un super outil, et là, c'était le bébé de mon nouvel associé du coup, Jean-Marc Royer, qui était associé dans Etino. Là, pour le coup, on n'était que 2. C'est une autre histoire, complètement différente en termes d'association et voilà, dans ce binôme-là, lui avait, été pour le coup l'informaticien un peu génial qui avait inventé un superbe outil. Pas que de modération automatique, c'est aussi de façon de gérer les modérateurs. Ça, on le met pas souvent en avant, mais piloter quand on a plusieurs centaines de modérateurs, il faut comprendre qui est sur quoi, qui fait quoi, surveiller le contrôle qualité, ça aussi, ça implique des outils. Mais bon, je passe cette parenthèse-là et moi, j'avais le rôle du manager général, on va dire, qui faisait la partie, heu, communication, finance et puis, gestion avec les investisseurs. J'imagine qu'en termes de, quantité de contenu, aujourd'hui, par rapport à 2010, on doit en avoir beaucoup plus. Même on peut voir avec, tous les métiers, les nouveaux métiers, les youtubeurs, les influenceurs qui se font insulter, toute la journée sur les réseaux. J'imagine qu'en termes de quantité de data, il doit en avoir, tellement plus et heu et c'est fou de se Oui. dire que vous aviez déjà ce problème-là en 2010. Alors je me pose la question, je me dis: «Alors aujourd'hui, même en termes d'algorithmes, ils doivent être tellement plus complexes, il doit en avoir tellement plus». Oui, il y a et ben, il y a C'est les 2 se suivent, hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de contenu. Alors effectivement, il y a plus d'algorithmes et plus efficaces, mais c'est aussi beaucoup plus protéiforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir plus de vidéos qu'on n'avait quasiment pas à modérer en 2010 et allez, amusez-vous à modérer une vidéo, c'est compliqué. Il va y avoir des mixtes, d'audio, des podcasts, des vocaux, qui peuvent être aussi à modérer. Donc il y a une explosion des formats, une explosion des réseaux sociaux aussi. Il y a toujours eu beaucoup de textes, donc ça fait, énormément de contenu à modérer et puis surtout, en 2010, c'était le début et donc on était un peu coulant. Je veux dire, on avait beaucoup de gens qui nous disaient: «Ouais, c'est pas grave, c'est pas nous, c'est la communauté». Mais aujourd'hui, on peut plus se permettre ça. C'est-à-dire, je vais être un peu trash, mais un propos raciste en 2010, parfois ça pouvait passer chez certains. En disant: «Bon, c'est un internaute, il l'assume, tant pis pour lui, c'est un imbécile et on va pas s'amuser à être derrière tout le monde». Aujourd'hui, ça passe pas. En tout cas beaucoup moins. Donc, il faut être plus réactif. Ce qui demande, du coup des outils qui sont capables d'être précis, mais aussi rapides. très, très clair, très, très clair. Je me demande, mais ça veut dire qu'il y avait une bible en fait à cette époque-là, une sorte de bible qui en fait qui décrivait qu'est-ce qui était un commentaire qui était, enfin «faux» ou «mauvais», je sais pas, entre guillemets. Exactement, mais Selon c'est toi, même c'était plus quoi les qu'une bible, c'était plein de bibles puisqu'en fait, Le Monde ou Le Figaro, n'avaient pas forcément exactement les mêmes règles. Si je prends un exemple, sur M6, on pouvait se permettre de laisser passer quelques propos,
un peu plus, je dirais, un peu plus clash, parce que c'est un public un peu plus jeune ou sur Énergie, c'est pareil. Forcément sur les échos, il faut être beaucoup plus chiadé, il y a des choses qui passaient pas. Donc chaque client a sa propre, bible qu'on écrit avec lui, qu'on met à jour. Là, au moment où on se parle, on est en plein conflit, israélo, Hamas. Je peux vous dire que pour les médias, il y a des commentaires, c'est horrible à gérer, parce qu'il y a des commentaires dans tous les sens qui peuvent être assez haineux et donc la Bible, elle évolue encore plus en fonction de certains contextes où on va peut-être serrer la vis ou au contraire desserrer la vis selon le contexte et quand on n'est pas dans ce contexte de guerre-là, c'est autre chose, je me souviens que ce qui avait été très, très marquant pour nous, c'était le, mariage pour tous. À l'époque, il y avait des manifestations, donc peut-être 2014 de mémoire et sur le mariage pour tous, on avait vu une explosion de propos homophobes, chez des gens qui, n'étaient pas connus pour leur débordement jusqu'à présent. Et tous les algorithmes étaient finis, en tout cas ceux de scoring, étaient fichus parce que madame Michu, qui avait écrit 50 commentaires gentils, elle se mettait à avoir des propos homophobes. Parce que l'actualité, finalement, mettait en avant ce type d'information et qu'elle réagissait, cette madame Michu, à sa façon, à quelque chose qui d'habitude, n'était pas dans l'actu. Donc on est en permanence sur chaque client, les équipes sont en permanence en train d'ajuster, les règles pour les modérateurs, mais aussi les règles du coup pour les outils, puisqu'à nouveau il y a une sensibilité qui peut être plus ou moins forte et il faut paramétrer en permanence l'outil pour qu'il accepte automatiquement ou qu'au contraire bloque automatiquement certaines thématiques ou certaines sensibilités. Super. Super. Moi, j'aimerais aussi qu'on revienne sur comme tu nous as dit, c'est une aventure entrepreneuriale complètement différente, Oui, de ce que j'imagine, enfin de s'associer déjà à une personne que tu connaissais pas forcément, comparé à 4 amis. Donc moi, j'aimerais savoir comment est-ce que c'était? Et surtout, enfin, je sais que quand tu es arrivé, la boîte existait déjà et qu'il était solo founder et que toi, tu es oui. arrivé à court de chemin. Il me semble que lui, il avait envie de vendre. Enfin, tu pourras nous expliquer que lui, il avait envie de vendre, mais au final, il est resté avec toi. Donc, j'aimerais vraiment comprendre même cette différence entre vraiment une aventure entrepreneuriale et entrepreneuriale. Voilà, le fait d'arriver à mi-chemin. Donc, j'aimerais, si tu peux nous expliquer. Donc dans le contexte, si on revient un peu en arrière, 2009, donc nous les 5, on revend, Directinet, le chiffre est public, hein, parce que c'est une entreprise qui était cotée, donc on a revenu un peu plus de 30 millions d'euros. On est trentenaire, on a du coup un début de patrimoine, chacun et bien sûr toujours l'envie de créer autre chose. Sauf que, c'est pas le même contexte que 10 ans plus tôt. Alors on a tous évolué, on a des familles, on a des enfants. On n'a plus les mêmes inspirations, les mêmes goûts. Pour être, concret, certains veulent repartir tout de suite avec une grosse machine. Moi, j'étais plutôt, tenté de repartir de zéro. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une nouvelle aventure entrepreneuriale à 5 et donc, en tout cas de mon côté, je me suis, un peu mis à l'écart au bout de 6 mois de réflexion et je me suis mis à chercher par moi-même. Ce qui donne un peu le vertige, hein, quand on a travaillé pendant 10 ans à 5, et que donc j'avais pas la vision globale de l'entreprise par définition, puisqu'on était 5, c'est de se dire que cette fois-ci, il va falloir tout gérer. Et ça m'allait bien de racheter, une entreprise déjà existante, plutôt que de la créer from scratch, de zéro. Donc j'ai commencé à regarder, il y avait des annonces je suis tombé sur une petite annonce, hein, finalement, c'était un peu comme ça, d'entreprises, qui sont à vendre et Jean-Marc Royer qui était le fondateur, lui, c'est un profil un peu différent, c'est un autodidacte, donc il a pas été jusqu'au bac, il a arrêté avant parce il avait déjà créé une entreprise dans le Minitel, pas le Minitel rose, hein, autre chose, sinon il aurait gagné plus d'argent d'ailleurs, et vraiment un gars génial, et il avait monté Nettino, mais à mon sens trop tôt. C'est-à-dire que donc là, en 2010, ça a commencé à décoller le marché, mais dans les années 2000, il y avait des forums, mais c'était probablement trop tôt. Donc il en avait un peu marre et il se dit qu'il valait mieux qu'il cède à quelqu'un d'autre et qu'il s'en aille, mais moi je voulais pas qu'il parte parce qu'il avait toute la connaissance, puis, c'était quelqu'un que j'appréciais, assez vite. Donc je l'ai convaincu de s'associer. Alors j'ai racheté 80 de l'entreprise parce qu'il voulait quand même, vendre au départ, donc on s'est mis un peu d'accord comme ça et je lui ai promis que les 20 qu'il gardait vaudraient plus que les 80 qu'il venait de vendre, rapidement. Voilà, c'était un peu le challenge
et c'est ce qui s'est passé. Donc on a appris à se connaître assez vite. Bon, ça reste un pari, hein. C'est-à-dire qu'il y a le pari sur le marché et puis il y a le pari sur les hommes. Autant les 4 autres, j'avais une confiance aveugle parce qu'on se connaissait depuis longtemps, autant Jean-Marc, bah, je le découvrais que depuis quelques semaines, hein. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, mi-mars 2010 et on a signé en juin, donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour se connaître et après il faut apprendre à travailler ensemble. Mais ça s'est très bien passé et c'est différent, c'est-à-dire que Jean-Marc, c'est pas un ami, au sens où je passais pas mon temps chez lui, on sortait pas ensemble le samedi soir comme on pouvait faire avec les 4 autres. Mais par contre, confiance aveugle dans la qualité de son travail, notamment sur les aspects, techniques et les autres tâches qu'il pouvait faire et donc on a formé un très, très bon, binôme pour, passer d'une entreprise qui, quand je suis arrivé en 2010, faisait 400 000 € de chiffre d'affaires à, plus de 15 millions d'euros, quand on l'a revendu. Super, super. Mais du coup, comme tu nous as dit, dans Directinet, quand vous aviez 20 chacun et que vous faisiez à chaque fois les votes, à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, là, Ouais. ça se passait comment du coup? Si toi tu avais 80 et lui 20, est-ce que c'est toujours toi qui prenais les décisions ou est-ce qu'il y avait un certain, débat, là-dessus? Bah, on était souvent d'accord, donc c'était pas un gros souci. Il y a juste un aspect sur lequel on était moins d'accord, c'était l'international. Où Jean-Marc voulait vraiment pousser pour qu'on y aille et moi j'étais pas très chaud parce que je trouve qu'on n'était pas encore assez gros et que c'est énormément d'argent pour aller, faire ça, avec succès. Lui était partant sur une approche un peu système D, notamment aux États-Unis où il y avait énormément de besoin de modération. Bon, dans les faits, du coup, j'ai un peu tranché et plutôt négativement, même si on a quand même fait un test. Mais, voilà, c'est les rares fois où il a fallu, entre guillemets «exercer son droit de CEO». Mais voilà, grosso modo, c'était quand même, je considérais qu'il était, à part égale dans ma tête et donc, on avait quand même j'espère, on cherchait le consensus. Mais il faut attention, en tant qu'entrepreneur, il faut surtout pas, viser le consensus parce qu'après le consensus, c'est de l'eau tiède, c'est souvent pas les bonnes décisions. Je suis assez preneur qu'il y ait un débat. Si on n'était pas d'accord, ce qui à nouveau était rare, on en débattait réellement, mais après j'assumais ma décision. Moi, je trouve que c'est fantastique d'être passé de quelque chose de complètement différent, enfin, de Directinet à Nettino, de passer de 5 à d'une famille quasiment. Vous étiez, tous les 5, vous vous connaissiez très bien, vous sortiez ensemble et puis arriver, à Nettino avec quelqu'un qu'on connaît à peine et quand même réussir à faire quelque chose de grand et de connu. Je trouve ça génial. Et il y a quelque chose que aussi, si ceux qui nous écoutent sont peut-être dans l'idée de créer leur entreprise, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi le fait de repartir vraiment à presque zéro. C'est-à-dire que, quand on était 5, et pardon, à 2009, on avait donc, 100 collaborateurs, on avait 20 000 € de chiffre d'affaires, on avait des beaux bureaux, un secrétaire, tout ce qui va bien, des gros salaires. Quand je repars sur Nettino, je me paye pas. C'est moi qui sors les poubelles le soir, parce que parce qu'il y a personne d'autre pour le faire, tout simplement et on était dans les locaux, vraiment, très minimalistes, si ce n'est, presque miteux, d'un rez-de-chaussée, en banlieue, quoi, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer un local. Mais c'est ces moments-là que moi je préfère aujourd'hui. C'est ces souvenirs-là, en tout cas, qui marquent le plus parce que c'est ceux dont on est le plus fier. C'est de se dire: «Bah, on s'est remis en question, on repart de pas de 0 mais presque et puis on recommence une croissance. Alors pendant toute la première année, donc 2011, l'année entière, j'étais le seul commercial. J'avais pas d'équipe commerciale, donc je faisais les devis, les relances, les appels téléphoniques, faut pas avoir trop d'ego, hein, parce que quand vous avez déjà vendu une première boîte, vous avez gagné un peu d'argent déjà, Ouais, voilà, carrément. ouais, vous avez dans votre vie, personnelle, vous avez mis un cet argent dans une jolie maison, enfin, voilà, il faut repartir de zéro et donc se prendre les vents qu'on a tous connus quand on appelle et que les gens disent: «Ah non, je vous connais pas, merci» ou vous raccrochent au nez, ou relance parce que, il faut aller mendier, un bon de commande. Mais quelque part, c'est ça dont on est le plus fier quand ça a grandi et puis c'était un peu l'inverse de Directinet. On a pris le temps sur au moins une année de faire grandir, de façon organique l'entreprise. En fin 2011, elle faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc versus ses 400 000 de départ. Et là, on avait plus de crédibilité pour aller voir des fonds et lever des fonds. Donc on a levé en 2012 2 millions d'euros et à partir de là, on est reparti sur une croissance plus classique avec recrutement de salariés et des équipes structurées et puis, grandir pas à pas.
Attends, donc vous êtes restés 2 jusqu'à quand exactement? Combien de temps vous êtes restés que 2 en fait dans votre bureau à descendre les poubelles, à sortir les Alors, on poubelles? n'était jamais complètement 2 parce que quand j'ai racheté l'entreprise, enfin 80, il y avait déjà quand même quelques collaborateurs, mais on était, allez, 3-4 plus des freelances quoi, peut-être, c'était à peu près ça. Et puis, il y a eu les premiers recrutements, fin 2010, début 2011, mais on est resté moins de 10 pendant au moins 1 an et demi. Et puis à partir du moment où on lève des fonds, là, l'argent, il sert surtout à ça, hein, c'est-à-dire recruter une équipe commerciale, donc mettre la charrue avant les bœufs volontairement, c'est-à-dire vous payer des salaires de commerciaux qui vont pas vous rapporter le moindre client avant quelques mois, mais vous avez l'argent pour le faire, donc vous perdez de l'argent, au début et puis c'est ce qui après si tout se passe bien, ce qui s'est passé, ces commerciaux commencent à prendre, en expérience, ils développent leur réseau et là les clients, arrivent et puis ça vous permet de repasser, dans le positif, rapidement et ensuite avec cet argent positif que vous faites et les cash flows que vous générez, vous pouvez recruter encore d'autres collaborateurs et continuer à structurer votre croissance. Le fait d'avoir déjà levé des fonds, d'avoir déjà eu l'expérience d'avoir levé des fonds, du coup plusieurs fois dans ton ancienne entreprise Directinet, c'est quelque chose qui t'a aidé du coup pour, aller chercher de l'argent, enfin encore des fonds là pour cette nouvelle entreprise Bah, c'est ou une question pas intéressante parce forcément? que j'ai fait semblant que oui, mais dans les faits, c'est pas moi qui avais géré dans Directinet, c'est pas moi qui avais géré les investisseurs ni les levées de fonds. À nouveau, on était 5, donc on se répartissait les rôles, c'était pas mon rôle à moi. Donc j'avais vu ça de loin en tant qu'actionnaire, mais j'étais pas dans les conversations juridiques, les négociations, au quotidien. Donc c'était quand même une première re pour moi. Mais là, c'est, le premier conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment de s'entourer d'experts et j'avais un super avocat d'affaires exceptionnel, qui nous a suivis, dès le début. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a accompagné quand j'ai racheté Nettino, c'est lui qui m'a accompagné quand, on a cédé des actions au moment de la levée de fonds et puis ensuite quand on a vendu l'entreprise, en partie en 2016, c'était lui aussi. Donc, j'avais une confiance aveugle dans cet avocat et lui était beaucoup plus chevronné sur ce type de sujet-là, donc a été en mesure de très bien, me conseiller. Et puis, j'avais aussi pris en 2012 un leveur de fonds. Il y a souvent des débats, hein, de savoir est-ce qu'on y va directement en solo ou est-ce qu'on prend un intermédiaire. Moi, j'avais clairement pris l'option, notamment parce que je pense que je manquais d'expérience, de prendre un leveur de fonds, Mark Waklin, Alpha Capital, un gars génial et c'est sûrement une des meilleures décisions que j'ai prises parce que c'est des gens qui connaissent le marché, qui vous font gagner énormément de temps. Alors c'est sûr que ça a un coût, mais je pense que ce coût-là, on le rentabilise, très vite. Trop bien. Alors, on a vu, tu aimes les défis, tu aimes les challenges, repartir, de 0, d'abord avec Directinet, ensuite avec Nettino et puis alors là, à ce moment-là, fini la bonne baguette de pain, les croissants, les cafés parisiens, en 2020, donc ta famille et toi, vous partez vous installer, à Montréal, au Canada. Alors déjà, première question entre nous, l'accent québécois, c'est si terrible que ça? Non, ça va et puis à Montréal, on l'entend pas tant que ça, en fait. Enfin, c'est pas qu'on l'entend pas, mais c'est pas le Québec, pur et dur. C'est une ville beaucoup plus cosmopolite donc et puis au contraire, je pense que ça fait partie du charme de la région. Ouais. Peut-être faut rétropédaler un tout petit peu parce qu'on l'a pas trop insisté dessus, mais donc Netino, on le revend, un peu plus de la moitié en 2016 et puis en 2019, fin 2019, l'intégralité du capital. Donc fin 2019, je me retrouve à avoir très bien gagné ma vie, parce que ça s'était très, très bien passé avec Netino, on était très rentable et on avait d'excellents chiffres et puis on le la cession s'est passée dans d'excellentes conditions. Mais ça faisait un moment qu'avec mon épouse, on s'était dit: «Bon, le jour où on est, entre guillemets, «libéré des contraintes professionnelles», hem, elle était plus souple que moi, mais donc on part plus pour nos enfants, pour pouvoir montrer autre chose. Voilà, on avait envie de leur montrer autre chose que l'Europe et leur ouvrir un peu les chakras sur ça. Je pense que dans le monde actuel, c'est important d'avoir ça quand on peut, hein. Quand on peut, il y a d'autres façons de s'ouvrir l'esprit que de déménager bien sûr, mais quand on peut, c'est une bonne expérience. Et donc il se trouve que Montréal, moi je connaissais parce qu'on avait développé, on parlait d'international un peu tout à l'heure, mais à défaut d'avoir été aux États-Unis, c'était plus facile d'aller au Québec et on avait plusieurs clients au Québec, ça se passait très bien là-bas. C'était pas un très gros marché pour nous, mais c'était un marché qui existait et donc ça m'avait amené à y aller, plusieurs fois, entre 2015 et 2018-19 donc j'adorais moi cet endroit-là, malgré le froid et donc c'est pour ça qu'on s'était mis dans notre shortlist de peut-être déménager à Montréal si l'occasion se présentait. C'était la bonne occasion. Donc fin 2019, moi je dis que je n'ai plus d'action, Nettino, j'ai tout revendu à l'entreprise Webhelp et j'annonce à Webhelp que
priori, je quitte le groupe pour aller déménager, à Montréal. Vous savez, c'est ce genre de conversation où tu sais, c'est pas toi, c'est moi, donc je vous quitte, mais c'est pas vous, c'est parce que j'ai envie de vivre ailleurs Ouais. ce qui était vrai, hein, et donc là, ils m'ont fait une proposition qui m'a beaucoup touché parce qu'ils étaient pas obligés. Ils m'ont dit, «Écoute, on pourquoi ne pas continuer un bout de chemin ensemble? Tu connais, l'entreprise». Ça faisait, donc depuis 2016, hein, qu'on travaillait ensemble entre Netino et Webhelp, qui est beaucoup plus gros, hein, C'est ça, donc et chez Webhelp pour, chez Webhelp au Canada, parce qu'il y avait pas de filiale canadienne. Il y avait une grosse croissance dans tout le reste du continent américain, y compris aux États-Unis, mais c'était une anomalie, mais le Canada, il y avait personne. Comme c'est pas un très gros marché, c'était pas là où c'était une priorité pour eux. Mais vous connaissez ces PowerPoint où il y a la map monde, où on met un petit drapeau dans tous les pays, qu'on a. Bon, bah, le Canada, pourtant c'est gros en superficie, mais il y avait pas de mmh. drapeau, donc ça faisait tâche un peu quand même. Donc ils se sont dit: «Écoute, voilà, toi tu vas au Canada, tu nous crées la filiale Webhelp, tu es intra-entrepreneur pour nous». Hem et moi, ça m'allait bien parce que, c'était une façon de rester quand même attaché au groupe, de pouvoir continuer à avoir un œil en tant que membre du board sur mes anciennes équipes de Netino, même à distance, ce qui me plaisait bien. Et puis quand tu arrives dans un nouveau pays, bah, c'est jamais évident de s'intégrer professionnellement. Et là, j'arrivais avec une casquette déjà bien, établie, d'une entreprise qui certes n'était pas connue au Canada, mais qui était globalement dans le monde, très forte, hein. C'était à l'époque, 2 000 000 de chiffre d'affaires, je pense que c'est encore plus maintenant. Donc c'était un beau challenge. Puis j'aimais l'idée de intra-entrepreneur un peu tout seul, tu pars là-bas, Jérémy, tu te débrouilles. Tu as la puissance du groupe derrière toi, mais sur place, tu te débrouilles. Et c'était une aventure que j'avais pas vécue encore, donc elle m'a bien plu. J'ai fait ça, 3 ans pour eux. On part de Webhelp, mais est-ce que tu veux nous expliquer rapidement ce que c'est et le but de C'est Webhelp, vrai. pour nos auditeurs? Alors, ils aimeraient pas que je présente ça comme ça, mais pour faire très simple, Webhelp, c'est quand même un champion, dans le monde, un top 5 mondial de tout ce qui est, call center, centre de contact. C'est-à-dire, quand vous appelez, service client, service à la clientèle au Canada, et que, vous avez besoin de, voilà, une information ou une plainte ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est une entreprise qui est beaucoup plus large que ça, qui s'était développée dans plein d'autres services que je ne vais pas développer ici parce que ce serait un peu long, mais et y compris dans le numérique, ce qui est pour ça que c'était intéressé à Netino, à l'époque. Donc c'est une offre de services, très large, plutôt B2B, qui vise, les grands groupes et qui permet aux grands groupes de, se décharger de toutes ces tâches de relations, clients, au sens, très large du terme. C'est, voilà, des centaines de milliers de collaborateurs aujourd'hui parce qu'ils ont fusionné eux-mêmes avec un autre gros acteur, nord-américain, dernièrement. Donc, très, très gros groupe. Nous, on était, une petite structure, hein, par Netino, par rapport à Webhelp, mais, on avait la particularité d'être, le petit acteur digital, à une époque en 2016 où il n'y en avait pas encore tant que ça dans le groupe, et donc de pouvoir aussi évangéliser, l'ensemble du groupe sur des nouveaux métiers et une culture du numérique. Je trouve ça super intéressant en fait, vraiment l'impression que tu as fait, tous les parcours possibles d'entrepreneur, que ce soit, monter une entreprise, seul, enfin avec tes amis, après arriver, dans une entreprise où ils sont moins de 10 avec un seul associé et après ça être entrepreneur mais dans un énorme groupe, Ouais, puis tu as ça a pas l'air mentionné incroyable. le On a fait l'impression que que tu as coché toutes les la casque était Surtout pas dans un prévue nouveau là. pays. C'est un nouveau pays, puis c'est dans un contexte Covid c'est ça, ouais. qu'on n'avait pas anticipé, Oui, quand on c'est quand vrai. on Ah a parlé ouais. en 2019. Donc on arrive dans un nouveau pays, mais il est fermé le pays. Il y a personne qui sort de chez soi. Ouais. Comment on fait? Et donc il a fallu faire un plan B. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de storytelling dans ce que je vous raconte, puisque forcément on va à l'essentiel. Dans les faits, tout ça s'est fait assez naturellement, avec des hauts et des bas, et des moments plus compliqués que d'autres, évidemment. Mais globalement, oui, effectivement, il y a des expériences assez différentes. Puis il m'en manquait une, et j'avais vraiment, à cœur de le faire. C'était une expérience plutôt dans le côté caritatif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on gagne bien sa vie, et qu'on a la crise de la quarantaine, on se dit: «Après, à quoi ça sert tout ça? Est-ce que c'est juste pour ma pomme et puis ma famille proche, ou est-ce que je peux mettre, tout ça à profit des autres?» Alors c'est pour les autres, puis c'est un peu pour soi-même aussi, parce qu'on a envie de se regarder dans le miroir et de se dire, «J'ai pas été égoïste et j'ai essayé de faire quelque chose de positif». Donc j'avais depuis un petit moment l'envie de construire quelque chose, dans le digital, mais qui soit lié à l'univers caritatif, et c'est comme ça qu'est né Altrui, au début en parallèle, hein, de Webhelp au Canada, parce que pendant le confinement, j'avais un peu plus de temps pour réfléchir à tout ça, donc on a commencé à jeter les bases. Et puis beaucoup plus, ça s'est accéléré à partir du moment où j'ai quitté Webhelp, ici au Canada, pour être, aujourd'hui à 100 sur cette activité, caritative.
Ouais, on va en parler parce qu'Altrui, c'est un peu le petit dernier, c'est un peu ton nouveau-né, qu'on voit beaucoup passer, sur LinkedIn, et puis avec plein d'autres choses, Give Link, Podcaston et cetera. Altrui, c'est alors on l'a vu, c'est un réseau social, caritatif, à but non lucratif, vraiment pour rendre service. Est-ce que tu veux expliquer, de manière, très simple, qu'est-ce qu'Altrui aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. C'est avant tout une association. C'est une association qui s'est donnée pour, mission de, promouvoir, l'engagement associatif en s'appuyant sur les canaux numériques. Donc quand j'ai dit ça, ça peut paraître un peu fumeux, mais l'idée de toute notre asso, c'est de faire en sorte que, via internet, quels que soient les canaux, numériques, les gens, aient plus envie de s'intéresser à tout ce qui se passe dans l'univers associatif. Donc on défend pas une cause en particulier qui pourrait être la lutte contre la pauvreté ou contre la perte de biodiversité ou quelles que soient les autres causes qui existent. On est plutôt générique et on essaye de s'emparer de ces canaux numériques en se disant que bon, il y a plusieurs constats. Un, c'est dans les canaux numériques, il y a énormément de créativité à faire, il y a encore plein de choses à inventer. Et on reparlera juste après des deux exemples qu'on a lancés, ou deux ou trois exemples. Mais aussi l'envie d'être donateur, l'envie d'être bénévole, il est crucial et on a besoin, toutes les associations ont ce besoin commun de rajeunir leur base de donateurs et de bénévoles, qui sont souvent des gens quand même plutôt âgés ou plutôt à la retraite, pour diverses raisons historiques. Et notamment le fait d'avoir un peu plus de temps et un peu plus d'argent quand on est en fin de carrière qu'au début de carrière. Donc nous, on a voulu essayer de... Je dis nous parce que là aussi, j'ai un associé. Alors, on ne parle pas d'associé quand c'est pas, qu'il n'y a pas de capital, hein, parce que c'est une association, mais enfin, on a un partenaire un acolyte qui s'appelle Yves Delnat, qui lui aussi a une carrière dans l'univers du numérique, il a dirigé pendant longtemps une agence qui s'appelle Ineat, une agence de développement de sites web et d'applications mobiles. Et on s'est rencontrés à Montréal, il est français lui aussi, mais on avait l'envie commune de monter quelque chose dans le numérique. Et donc Altruiste, ça a commencé par être une sorte de réseau social de gens altruistes qui partagent les contenus des associations. Bon, ça marche pas, hein. Enfin, on le savait à l'avance que ça marcherait pas, mais on voulait le tenter quand même, parce que sur les réseaux sociaux, c'est quand même l'ego qui prédomine en général et donc nous, on n'est pas dans cet univers-là, donc il y avait peu de chances que ça fonctionne, puis il fallait beaucoup d'argent qu'on n'avait pas. Mais ça nous a permis de nous lancer, de rencontrer plein de gens et d'arriver sur, la deuxième idée qui, elle, a bien marché, qui est le podcaston où, où on a, eu cette idée de rassembler, des gens comme vous, des podcasteurs. Donc, c'était en mars dernier, plus de 300 podcasteurs, se sont rassemblés, pour Pour la faire, première édition en plus. pour la première édition et le concept, qui est dans notre, ADN, hein, c'était, que chaque podcast invite à son micro, non pas un vieux croulant d'entrepreneur comme moi, mais une association de son choix, de votre choix en l'occurrence ici, et mettre en avant, offre son audience à une association. Donc on a eu 300 podcasts, plus de 270 associations parce que certaines sont passées, 2 fois, chez 2 podcasts différents et tous ont fait ça la même semaine de fin mars, qui a donné lieu à une sorte de grande fête, sur les réseaux sociaux. On a eu plus d'un millier de stories en une semaine sur Insta, des centaines de posts sur LinkedIn de gens qui disaient: «Voilà, j'ai fait mon podcast, mon épisode spécial, moi je vais présenter tel asso». Puis c'est un petit écosystème, l'univers des podcasts et donc chacun se soutenait, se félicitait, se remerciait et je prends souvent l'analogie avec la fête de la musique. Vous savez, où dans la fête de la musique, il y a alors ça ne dure pas une semaine, c'est qu'une journée, mais il y a des grands concerts avec des artistes très connus et puis il y a plein de petits concerts de rue avec des inconnus. Mais c'est le fait qu'il y ait tout ça qui fait que c'est une fête et nous, c'était pareil. Dans les 300, il y avait gros de podcasts qui font, plus d'1 million ou 2 millions pour certains d'écoutes par mois, ce que je vous souhaite bientôt et d'autres qui démarrent ou qui en ont moins, qui sont plus confidentiels, mais qui arrivaient avec la même passion quelque part du podcast. Et puis au milieu, des podcasts de médias comme ceux des Échos, du Parisien, de 20 minutes et d'autres. On a eu même le podcast personnel de madame la ministre à l'époque, Marlène Schiappa, qui était ministre des associations, donc de l'économie sociale et solidaire pour être précis. Donc c'était très gratifiant pour une première édition. Donc là, c'est un peu notre «fait de Clairement. gloire» entre guillemets en tant qu'asso d'avoir, organisé tout ça. Puis comme on est une petite structure, ça prend pas mal de temps à faire, mais c'était vraiment une jolie fête et énormément, d'enthousiasme. On a adoré. Puis après on a aussi des échecs, hein. Le Giving Link d'octobre, ça a moins marché. C'est pas 0, mais moins bien qu'on l'espérait et là, c'était plus sur LinkedIn et on voulait, maximiser les dons sur LinkedIn. On a réussi la première partie du pari qui était de rassembler, plus de 100-150 influenceurs LinkedIn
et leur demander de poster un lien d'appel aux dons pour certaines associations. Ça, ils l'ont fait. Mais par contre, ça n'a pas été trop suivi en termes de dons et on n'a pas collecté beaucoup d'argent donc là-dessus, c'était une déception. Donc en tout cas, c'est pour ça je vois ça un peu comme une entreprise, au sens où on lance des produits, des services, comme une entreprise le ferait. Alors c'est sans but lucratif, mais ça reste dans les mêmes idées de dire: «Je teste des choses, je teste mes marchés, et puis, les idées qui marchent, comme le podcaston, on les développe». Là, on travaille sur le podcaston 2 qui aura lieu en mars 2024 et on est parti, assez fort. Donc je pense qu'on sera beaucoup plus gros que le podcaston 1 en termes de nombre de podcasts, en termes de variété de podcasts et francophonie aussi, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un événement, pas uniquement français, mais pour le coup francophone, quoi. Très fier d'avoir des podcasts québécois, mais aussi belges, suisses et on espère avoir beaucoup de podcasts africains cette année, qu'on n'a pas trop eu l'année dernière. Et voilà, donc c'est passionnant, c'est pas toujours simple, mais c'est le même problème qu'une entreprise, au sens où il faut surveiller sa trésorerie, développer des idées, rassembler, trouver des partenaires et faire grandir tout ça. Allez-y, hein, chers auditeurs, allez-y sur LinkedIn, sur internet, vous allez voir Altrui, Altruwe. On mettra tout Allez ça dans voir la ce qu'ils font. description. Ouais, on met tout en description de toute façon, vous allez voir, c'est génial ce qu'ils font. Donc si je comprends bien, donc Altrui aujourd'hui, en fait, j'aimerais juste comprendre au niveau du réseau social, à quel point il est actif aujourd'hui? Enfin, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent aujourd'hui ou le projet, en fait, a vraiment beaucoup plus basculé du coup sur, l'édi Ouais. Dans le monde de la startup, on dirait qu'on a pivoté, parce que c'est un peu ça. On est parti d'une première idée qui a été altrui.com, qui existe toujours, et son application mobile, qu'on a lancé, qui a eu quelques succès d'estime, hein. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de médias, très positifs. On a eu des personnalités comme Mathieu Ricard, comme, Thierry Marx, comme, Claudio Capéo pour prendre un autre style, qui nous ont soutenus, qui ont fait des vidéos de soutien, puis plein d'autres personnalités, moins connues du grand public, mais très connues dans le monde, associatif, qui ont soutenu et salué l'initiative. Néanmoins, on savait dès le départ qu'on ne ferait pas, des millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on considère, avec, Yves que c'est moins une nécessité de faire tourner ce réseau-là. Alors il existe, il tourne, on va le faire évoluer vers probablement quelque chose de plus simplifié, moins réseau et plus contenu. Toujours avec l'envie de propulser des contenus issus du monde associatif. Quand vous avez plein d'associations qui créent des vidéos, ou qui créent des articles qui sont magnifiques. C'est des témoignages de terrain, c'est des témoignages de bénévoles, il y a plein de choses qui sont superbes, qui auraient toute leur place dans un grand média, sauf que, ben, les gens ne vont pas spontanément sur le site des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge, ou encore moins sur des assos plus petites et pourtant, il y a des super contenus. Donc nous, on essaie de rassembler ces contenus dans un seul endroit et de dire à toutes les personnes qui sont de bonne volonté, ben, lisez-le, mais partagez-le, cliquez, viralisez ça parce que ça donne un coup de pouce à ces assos qui ont besoin de se faire connaître. Ça, c'était vraiment l'idée principale d'Altrui. Euh, Ça marche moyennement, donc on ne va pas insister, hein. C'est comme tout entrepreneur, on lance des choses, produit qui ne marche pas, vous le, Mmh. Donc vous le mettez sous le juste tapis. pour bien comprendre, donc c'est plus un réseau social, dans le style de Twitter, par exemple, où on va du coup poster du contenu plutôt qu'un Instagram où on peut, chatter, parler avec les utilisateurs, avoir un profil. Enfin, ce que je veux dire, juste pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien ce que c'est, ce réseau social, pour le différencier aux autres réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, hem, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du contenu, ça veut dire quelqu'un qui poste du contenu, on va cliquer dessus, ça va être une sorte d'article qui va expliquer du coup la cause, si je comprends bien, et ça va, enfin, il n'y a pas tous les autres aspects qu'on peut voir dans les autres réseaux sociaux. C'est plus dans ce style-là, C'est de si je la comprends bien. curation de contenu, c'est-à-dire l'idée d'aller chercher, on n'écrit rien soi-même, on publie rien soi-même qu'on a inventé. Bon, l'idée, c'est d'aller identifier un peu partout sur le web tous les contenus positifs, inspirants, qui donnent envie d'agir. L'esprit altruiste qui donne son nom au site. Donc imaginons très concrètement, je suis, sur YouTube, je viens de trouver une vidéo, elle a pas, des centaines de milliers de likes là ou de vues, mais elle est hyper intéressante et elle est complètement dans l'esprit, Altrui et ben, je la mets sur Altrui pour qu'après modération, d'autres gens s'en emparent. Un prennent connaissance de ça et puis après le repartagent à leur tour sur leur propre réseau, leur WhatsApp, leur ce qu'ils veulent en fait, même ou qui en parlent autour de la machine à café, bref, donnent de la visibilité à ce contenu et donc faire en sorte que ce contenu qui, a une certaine visibilité, bah, puisse gagner encore plus en visibilité et un impact plus fort puisqu'il est positif.
C'est en ça que c'est un réseau, c'est-à-dire qu'on se like entre nous, on partage des contenus, on va les modérer, et on va essayer de les propulser, pour maximiser, la visibilité. Dans cet esprit qui est de dire: «Si j'ai pas, le temps d'être bénévole, si j'ai pas les sous pour être donateur, je peux à minima être porte-parole. Je peux à minima être, influenceur à ma petite échelle et si on est nombreux à liker ou commenter un contenu ou le relayer, et ben, on lui donne cette, visibilité qui est propre aux algorithmes, qui fait que, on peut espérer doubler son audience et ça, c'est très positif. Donc c'était l'idée un peu naïve, un peu utopiste d'Altrui au départ, mais complètement assumée, qui était de se dire: «De toute façon, on fait ça caritativement, on n'a pas vocation à gagner de l'argent, donc on s'en fiche de se planter et c'est le chemin qui compte» et dans ce chemin, on a rencontré plein de gens, ce qui nous a permis de pivoter plus naturellement vers des projets, à plus fort impact et c'est sûr que un podcaston, c'était 250 000 € de dons la première édition, c'était surtout plus d'1 million d'heures d'écoute cumulées et là, on a quand même l'impression que l'impact est beaucoup plus fort que ce qu'on arrive à faire sur Altruist. C'est pour ça qu'on se consacre plus sur ce type d'action-là désormais. Ouais, du coup, c'était ma prochaine question. Pour en revenir du coup sur le podcaston, donc comme tu l'as dit, c'était mars dernier, il me semble, 2022, où vous avez Mars réussi 2023 même, à... c'était ce mars, cette année, Ah ouais, début mars d'année. 2023, excuse-moi. Mmh. Exactement. Donc vous avez réussi à prendre 300 podcasteurs francophones dans tous les domaines possibles, si je comprends bien, où Oui, ils en ont dédié un épisode pour une certaine cause. Si je exactement, comprends bien, ça a été ça. tout à Ma, fait. donc ma première question, déjà, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour récolter euh, autant de podcasteurs de plein d'industries différentes et leur dire, enfin, j'imagine que vous ne les avez pas forcés, j'imagine, Non. mais comment est-ce qu'on fait en fait pour discuter déjà avec 300 podcasteurs francophones, les trouver et enfin, comment ça se passe en termes de Bah, management? Comment est-ce qu'on fait ça? c'est vraiment un esprit entrepreneurial, c'est là où il y a beaucoup d'analogies, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu la foi. Au début, on a une idée, mais c'est juste une idée. C'est un PowerPoint quoi, grosso modo et donc ce PowerPoint, on commence à le partager et c'est vrai avec tous les porteurs de projets, hein, donc je vous invite à ceux qui nous écoutent et qui ont une idée de business à faire exactement la même méthode. On part sur un PowerPoint, on commence à aller identifier dans son réseau quelles sont les personnalités de confiance qui pourraient avoir un avis pertinent dessus. Pertinent, donc constructif. Bon les compliments on prend, mais c'était plutôt les critiques qu'on allait chercher pour nous faire grandir. Et donc dans ce réseau, eh ben, on commence à solliciter 3-4 personnes qui nous disent: «Ben, moi je connais tel ou tel podcasteur. Très bien, je peux te le présenter». Et on a réussi comme ça, au bout d'un mois peut-être, c'est un peu long au début, mais à parler à 10 podcasteurs, dont, 1 ou 2 qui étaient très connus. Et et ces 10 là nous disent, en adaptant un petit peu le concept, nous disent: «Voilà, si ce truc-là se lance, cet événement-là, a priori ça n'a jamais existé dans notre univers, tu comptes sur moi, je fais un épisode». Donc une fois qu'on a les 10, c'est plus facile parce qu'on peut se permettre d'aller, taper sur LinkedIn, Twitter et ailleurs, plein d'autres et de leur écrire, vraiment à l'improviste, hein, ils ne nous connaissent pas pour la plupart et on leur dit: «Voilà, on a déjà, 10 podcasts qui participent à ce concept. Voilà les noms et voilà ce qu'on va faire. Est-ce que ça vous dit d'en faire partie?» Et là, tu rames, hein, pendant plusieurs semaines pour passer de 10 à 15, puis 20, puis 25, avec des petits, des gros. Et il y a un truc magique qui se passe à un moment donné, c'est qu'il y a eu une sorte de bascule où je te situe autour de 40-50 podcasts. Quand on a commencé sur LinkedIn à afficher les vignettes des podcasts des 50 premiers participants et à les taguer, il y a un truc magique qui s'est passé, c'est que les gens, les 50 ont dit: «Ah toi aussi tu es dedans, je savais pas, ouais moi aussi je vais le faire avec plaisir». Ils commençaient à avoir une sorte d'émulation pardon, dans lequel, l'enthousiasme était palpable dans les commentaires et donc après la viralité, notamment sur LinkedIn, fait que ça a été vu par d'autres podcasteurs qui ont commencé à nous solliciter spontanément en disant: «J'ai vu que vous organisez ça, ça a l'air chouette, j'ai des copains qui sont dedans, comment je peux faire pour m'inscrire?» Voilà et cette mécanique-là, elle est devenue virale et puis ensuite on arrive à être plus confiant pour contacter des partenaires qu'on remercie, des gens comme Ocha, donc hébergeurs de podcasts, qui sont, tous top parce que c'est des gens qui nous ont jamais demandé le moindre centime et qui ont fait ça complètement gracieusement. Ils sont d'ailleurs à nouveau, partenaires du podcast en 2024 et qui ont dit: «Bah, nous, on est hébergeurs de podcasts, on a une base de données avec des milliers de podcasteurs, on va en faire un mailing, on vous l'offre et on va envoyer à tout le monde, le fait que vous faites ce truc-là». Alors comme on n'est pas très connu, bah, sur quelques milliers d'emails reçus, bon déjà vous connaissez le principe, hein, tout le monde n'ouvre pas les mails, puis après tout le monde ne clique pas dedans, mais on a eu
peut-être 100-150 podcasts qui sont venus comme ça d'Ocha. Et après, ça a encore plus fait grandir la mécanique virale. Donc, c'est comme ça qu'on passe de 10, 15, 20 à 300. Et même en toute franchise, on était même 400 inscrits, et un peu moins peut-être, mais il y en a pas mal qui n'ont pas pu faire leur épisode final parce que peut-être en trop en dernière minute, ou parce que l'association les a plantés, ou parce que voilà, ils sont moins organisés que vous, par exemple. Donc, certains s'étaient inscrits, n'ont pas pu le faire, mais sont partants pour le refaire cette année, retenter. Donc, voilà, on est ravis de cet enthousiasme-là. Et là où on prend encore plus conscience que ça a été top, c'est que maintenant qu'on part pas de zéro pour la prochaine édition, quand on a recontacté tout le monde, on a eu un enthousiasme immédiat pour dire: «Mais oui, évidemment qu'on reparticipe cette année». Et ça fait chaud au cœur parce que ça montre que même plusieurs mois après, il y a, parce que c'était en mars dernier, là, quand on se parle, on est en décembre, il y a, c'est ce bon souvenir de l'opération, et plein de gens, y compris des très gros, je ne vais pas les citer, mais on a tous en tête des très gros podcasts qui, avaient pris un peu de temps, on va dire, pour nous répondre, et qui, se sont un peu, accrochés au wagon peut-être sur la fin quand ils ont vu que ça prenait de l'ampleur, qui là ont dit: «Mais oui, c'est sûr, là on s'y prend tôt, comptez sur nous, on a déjà une idée d'association qu'on va inviter, c'est dans le calendrier édito de mars prochain». Donc, voilà, donc on a de bonnes raisons de croire que le podcaston 2024 sera plus gros que le 2023. Ça nous donne une certaine fierté, mais surtout, on ne perd pas de vue qu'on fait ça pour les assos, et chaque podcast qui participe, c'est un micro de plus qui est tendu à une association de plus. Ces associations, elles peuvent être très grosses comme toutes petites, très internationales comme très locales, et à chaque fois, il y a une histoire derrière, il y a des gens à découvrir. Et nous, en tant qu'assos, ce qui nous plaît, c'est de savoir qu'il y a autant de contenus positifs qui vont inonder les ondes du podcast, et qu'il y a des gens qui vont écouter ces épisodes, et peut-être, on a envie de croire que certains se diront, «Chouette, pourquoi pas créer ma propre asso? Pourquoi pas en rejoindre une? Pourquoi pas être bénévole? Pourquoi pas être donateur?» Et c'est ce qu'on cherche. Et que pour les autres, bah, ça sera une petite source d'inspiration, une petite graine qui va planter, qui, on ne sait pas, elle germera peut-être plus tard, et voilà, à force d'écouter les épisodes ou quoi que ce soit d'autre, ça ne peut être que positif. Donc, c'est vraiment ça qui nous fait plaisir. Ah bah, c'est super. En tout cas, prenez date, hein, chers auditeurs, mars 2024 pour le podcaston. Et puis voilà, on a super hâte. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer? Peut-être comment est-ce que, voilà, j'ai essayé de faire le maximum, mais est-ce que tu penses, Jérémy, il y a quelque chose que nos auditeurs pourraient faire pour voilà, soutenir ou contribuer à cette cause, au podcaston? Peut-être, vous suivre sur les réseaux? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour eux? Alors, si ceux ou celles qui nous écoutent connaissent, des podcasteurs, personnellement, bah, qu'ils n'hésitent pas à en parler, parce qu'on ne connaît pas tout le monde et il y a encore pas mal qui nous découvrent, hein. Donc, ça sera toujours, bienvenu d'envoyer un message à: «Hey, copain, tu connais le podcaston? Voilà le lien», et ces gens-là pour nous contacter derrière. Et puis après, un deuxième message, puisqu'à priori on parle quand même d'entrepreneuriat dans ce podcast, et que ceux et celles qui nous écoutent sont intéressés par le sujet, j'ai juste envie de dire: lancez-vous. Voilà, il faut se lancer, il faut avoir un peu la foi. Lancez-vous, c'est le premier point, mais ça c'est un peu basique. Et le deuxième point, qui est un peu moins entendu, connaissez-vous vous-même. Soyez vraiment, conscient de vos forces et de vos faiblesses. C'est pas très poétiquement correct de dire ça, mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il y a certaines typologies de personnalités, qui sont moins adaptés au monde de l'entrepreneuriat. Tous les entrepreneurs ne se ressemblent pas, mais il y a quand même quelques qualités communes, notamment la capacité à prendre des décisions rapides, et à se dire à un moment donné: «J'arrête l'analyse de l'information parce que ça, c'est sans fin, et je me lance avec les infos que j'ai, et en espérant que ça aille au bout, et puis j'ai la foi sur le fait que je saurai pivoter, changer. Si je vois que je tape un mur, ben je fais quelques pas de côté». Donc, connaissez-vous, demandez autour de vous à des gens dont vous avez confiance, pour qu'ils vous disent quelles sont vos qualités sur lesquelles vous devez vous appuyer, et quels sont vos défauts surtout, que vous devez soit corriger, soit, contourner en recrutant des gens qui auront des qualités, complémentaires, qui «compenseront» entre guillemets ce défaut. Par exemple, si vous n'êtes pas un très bon communicant, c'est toujours problématique, surtout dans le B2B, donc, vaut mieux s'armer, de quelqu'un, et notamment en termes de soft skills. C'est-à-dire qu'en termes d'association, on parle souvent de compétences de type, bah, il faut un binôme avec, un ingénieur et un commercial, par exemple. Bon, ça, on l'entend, OK, très souvent, c'est un peu une lapalissade, mais ou tarte à la crème, mais moi, j'ai en plus envie d'insister sur le fait que, ce sont les soft skills aussi qui doivent être complémentaires. Si vous avez, 2 personnes qui ont certes des compétences différentes, mais les mêmes caractères, c'est dommage. Autant aller chercher des caractères un peu complémentaires, ou des qualités,
d'écoute, par exemple, de relationnel, bah, toutes les soft skills que vous pouvez connaître, complémentaires elles aussi et là, c'est là que ça fait un bel attelage. Eh bah, super, le message est passé. Alors, on a une petite tradition, dans la voix de l'entrepreneur. Pour chaque de nos invités, on a 3 petites questions à la fin, qu'on essaiera de reproduire pour chaque invité. Donc, tu es le premier à expérimenter ces dernières questions. Heu, Vas-y Raph, je sais que ça te faisait plaisir, alors vas-y Raph, je t'en prie. Non, alors moi j'aimerais savoir, c'est une question qui m'intéresse, s'il y a, si tu avais un entrepreneur à qui de qui tu pourrais rencontrer et lui poser une question de ton choix, qui ça serait? Que ce soit, entrepreneur dans tous les domaines, je sais que c'est un peu vaste comme question. Ouais, alors j'ai déjà rencontré, mais pas assez, pas longtemps, pas assez souvent en tout cas. J'ai beaucoup de respect, peut-être même d'admiration pour, ce que fait Alexandre Mars. Je l'ai déjà cité dans ce podcast, au tout début. Parce que déjà, effectivement, la croisée moi j'ai suivi sa carrière depuis le tout début. J'apprécie le fait qu'il est, très efficace, il a été très efficace en tant qu'entrepreneur, classique. Il l'est tout autant dans l'entrepreneuriat plus, social, avec les associations ou les entreprises d'impact qu'il crée. C'est quelqu'un que je regarde, d'assez près, en effet, parce que c'est un modèle, qui pourrait être un exemple à suivre, pour moi en tout cas une source d'inspiration. Hem, est-ce que, donc on a entendu, tu as fait passer ton message. Est-ce que, tu as un message d'encouragement, plutôt pour ceux qui rêvent de devenir entrepreneurs, mais qui, voilà, sont au stade de, j'écoute la voix de l'entrepreneur pour essayer d'avancer et de démarrer. Quand on démarre de zéro, qu'on a envie de se lancer parce qu'on est passionné par l'entrepreneuriat, hem, quel message d'encouragement tu voudrais faire passer? Et puis peut-être quel, je sais pas comment comment dire, je cherche le mot, mais quelles compétences, voilà, essentielles, il faudra avoir pour être entrepreneur ou est-ce qu'il en faut pas du tout? Ouais, il y a vraiment plein de profils différents dans plein de secteurs, on peut réussir dans des choses très glamour et comme d'autres des choses qui ne le sont pas du tout. Moi, la modération ou l'email marketing, on peut vraiment pas considérer que c'était des secteurs très glamour, hein. C'est même des secteurs, que personne n'a envie, de faire, hein. Le La modération, c'était vu comme le femme de ménage du web, hein, c'est un article du Capital qui nous présentait comme ça et l'email marketing, c'est associé au spam, hein. Donc quel que soit le secteur, allez-y. Après, je crois qu'il faut avoir un peu confiance en soi quand même. Il faut une grosse capacité d'écoute, mais pas trop, parce que si on écoute tout le monde, on fait rien, parce qu'il y aura des avis contradictoires. Donc d'écoute pour pouvoir ensuite trancher, pour pouvoir, décider, donc une grosse capacité de décision et puis surtout, faut se lancer. Moi, j'encourage plutôt, de se lancer le plus tôt possible. Je sais que d'autres diront, «Faut gagner de l'expérience», mais je trouve que quand on est plus jeune, on a plus d'énergie, plus de temps, on a moins de contraintes familiales, voilà, on compense le manque d'expérience par l'énergie et puis ce manque d'expérience, il peut se compenser aussi par, bah, des écoutes de podcasts comme le vôtre, des lectures. Il y a plein de témoignages aujourd'hui, il y a plein de contenus qui peuvent aller éviter de faire certaines erreurs. C'était, à nouveau, je parle de dinosaure, moi j'ai 47 ans, mais quand j'ai commencé, on avait des bouquins, mais c'était plus dur. Puis en plus, le web se lançait, donc il y a pas grand monde à qui se référer, en fait, pour vraiment s'inspirer. Donc il fallait un peu apprendre par soi-même. Aujourd'hui, il y a quand même plus de capacité à faire ça. Donc allez-y, renseignez-vous, mais lancez-vous à un moment donné parce que et puis aussi en parlez-en. Moi, je crois beaucoup à la matérialisation des choses. Il y a beaucoup trop de gens qui se disent: «Je suis pas sûr d'en parler parce que c'est pas encore mature» ou «J'ai peur qu'on me pique mon idée». Franchement, ça, je crois que c'est une bêtise. Quand vous avez une idée, lancez-vous, même si elle est imparfaite, parlez-en. Et puis, vous verrez beaucoup plus de points positifs que négatifs. Il y a des gens qui vont dire: «J'aime bien ton idée, ça me fait penser à un tel que je vais te présenter». Et là, c'est une magnifique opportunité de peut-être de créer une nouvelle relation avec quelqu'un qui va vous apporter de la valeur ajoutée. Il y a des gens aussi qui vont vous prévenir qu'attention, vous allez dans le mur. Il faut mieux le savoir maintenant, en tout cas, sur, quelque chose qui pourrait être contestable, que dans 3 mois ou 6 mois. Voilà, donc tout intérêt à en parler parce que ça matérialise les choses et puis ça vous force à avancer. Jérémy, merci infiniment d'avoir passé du temps avec nous ici à la voix de l'entrepreneur. Voilà, on a été super ravis et super fiers, surtout de commencer ce tout premier épisode de cette aventure avec toi. C'était ultra intéressant, ultra enrichissant. On espère que pour toi aussi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah, je vous souhaite à vous, un bon courage. C'est une pression d'être le 1er invité, donc j'espère que ça vous portera chance, sinon ça pourrait dire que c'est de ma faute, voilà. Et je le prendrai sur moi
Et puis, j'encourage tous les gens qui vous écoutent à donner une chance à l'épisode 2, puis 3, puis 4, parce que les gens qui seront au micro seront souvent, très différents, probablement plus intéressants que moi pour certains et avec des expériences très différentes et vous avez sûrement à glaner de plein de gens, plein d'expériences pour faire votre propre, parcours à vous. Et bah, Merci voilà, infiniment, voilà Jérémy. qui est fait. Merci beaucoup Jérémy, merci Raph, merci à vous chers auditeurs. Voilà, on espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre du coup sur les plateformes de streaming, sur Instagram, sur LinkedIn. La Voix de l'entrepreneur, allez-y, foncez, franchement on fait du contenu hyper sympa. Voilà, on est entre nous, on partage des histoires. Et puis bah, on se retrouve très très vite pour un tout nouvel épisode avec un tout nouvel invité et encore plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat évidemment. À très vite, salut à tous, merci.